Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger la première partie du concours commun INP de chimie 2021 filière PC. Première question, on demande ici d'entourer les groupes caractéristiques. Le premier groupe entouré correspond à un ester cyclique, qu'on peut aussi appeler lactone. Et on a aussi des fonctions alcool. Ici, c'est un diol vicinal. Question suivante, on demande ici le mécanisme pour passer de 1 à 2. C'est une transestérification en milieu acide. On a d'abord une activation électrophile de l'oxygène du lactone. On a ensuite une addition nucléophile du méthanol. Le mécanisme d'addition nucléophile est suivi ensuite d'une élimination qui va entraîner l'ouverture du cycle. On obtient ainsi le composé 2 plus le proton H+. Question suivante. On demande ici de proposer des conditions opératoires pour passer de 3 à 4, c'est-à-dire d'une fonction ester à une fonction aldéhyde. On peut ici directement utiliser un hydrure d'aluminium. Cependant, lorsqu'on lit le rapport du jury, ce réducteur est hors programme. On propose ainsi d'abord une réduction de l'ester en alcool dans des conditions douces. Et ensuite, on effectue une oxydation de cet alcool en utilisant par exemple le réactif de Sarrett. Question suivante, on demande ici à la question 4 de déterminer la configuration du carbone numéro 1. On va utiliser ici les règles de Karl-Ingold-Prelog. J'ai numéroté ici les carbones associés au carbone numéro 1, carbone 2 et carbone 3. Ici, il faut faire attention, l'hydrogène est en avant. On a ensuite le classement suivant, c'est-à-dire que le substituant qui est prioritaire, c'est celui où le carbone est associé avec l'oxygène, suivi du carbone 3 et du carbone 2. Ici, il y a plus de protons dans l'oxygène que dans l'azote, ce qui nous permet d'avoir ce classement. On n'oublie pas ici que l'hydrogène est en avant, donc la configuration est l'inverse de R ici, donc c'est une configuration S. Question suivante. On va ici étudier le spectre de RMN du prop de in1ol. Remarque importante ici, lorsqu'on a une triple liaison, le couplage peut se faire au-delà de 3 liaisons. Cela signifie que l'hydrogène que j'emploie ici peut être couplé avec les deux hydrogènes qui sont équivalents. Donc on a ici, pour cet hydrogène, un triplet. De la même manière, les deux hydrogènes que j'emploie en vert peuvent être couplés avec l'hydrogène en bout de chaîne. On a ici un doublé pour ces deux hydrogènes. On a également un hydrogène associé à l'oxygène. Cet hydrogène ne peut être couplé avec les autres hydrogènes. On a donc ici un singulier. On revient au spectre du RMN qui est proposé dans l'énoncé. Et en utilisant ce qu'on a fait précédemment, on fait correspondre les différentes lettres A, B, C aux différents hydrogènes. On a les réponses suivantes. On remarque aussi que le signal C par intégration possède un hydrogène, le signal B aussi un hydrogène et le signal A 2 hydrogènes. On peut également utiliser les données de l'énoncé et on remarque la correspondance de nos résultats avec les données de l'énoncé. On demande aussi à cette question d'écrire la réaction responsable de la disparition du signal C par ajout de l'eau lourde. Alors on a vu que le signal C était lié à la fonction OH, hydroxyle, et on a donc la réaction suivante qui permet d'expliquer la disparition du signal C. À la question 6, on va ici étudier le spectre infrarouge du prop de in1ol. On remarque dans un premier temps une bande large d'absorption pour la lettre A vers 3350 cm-1, ce qui correspond à une vibration d'élongation de la liaison OH. On a aussi une bande d'absorption pour B qui correspond à la vibration d'élégation de la liaison CH de l'alcyne. Et pour la bande C, cela correspond à une vibration d'élégation de la triple liaison. Question suivante, on demande ici de représenter le réactif 6, sachant que ce réactif 6
est un mélange de composés de magnésium avec le bromoéthane. On obtient ainsi le bromure d'éthylmagnésium. Question suivante, on demande ici de justifier les conditions opératoires soulignées dans le protocole de la synthèse du composé 10. On utilise ici un solvant anhydre, on passe la verrerie à l'étuve et on verse le bromoéthane goutte à goutte. On synthétise ici un organomagnésium et les organomagnésiens sont très sensibles à la présence de l'eau. Il faut donc travailler avec des solvants aprotiques anhydres et aussi avec une verrerie sèche pour éviter toute réaction d'hydrolyse. Lors d'une réaction d'hydrolyse, on a la réaction suivante. Les organomagnésiens sont aussi sensibles à certains gaz qui sont dans l'atmosphère, par exemple avec le dioxygène, le dioxyde de carbone ou aussi avec la vapeur d'eau. C'est pour ça que souvent on utilise ici une atmosphère inerte pour éviter toute réaction avec ces gaz. On peut donc ici, par exemple, écrire la réaction de l'organomagnésium avec le dioxygène ou avec le dioxyde de carbone. On voit bien que l'organomagnésium est détruit. On rajoute aussi le dérivé halogéné goutte à goutte sur le magnésium de façon à éviter le couplage de Wurtz. Donc on écrit la réaction qui donne lieu à ce couplage. On a la réaction suivante. Question suivante, on demande ici de représenter les intermédiaires 7 et 8. Ici, l'organomagnésium va jouer le rôle de base et le prop de in1-ol va jouer le rôle d'acide. Le prop de in1-ol possède deux hydrogènes acides et on va se poser la question entre ces deux hydrogènes acides, lequel va réagir en premier. Pour cela, on va regarder les pKa. Pour l'hydrogène de la fonction alcool, on a ici un pKa de l'ordre de 13,6. Et pour l'autre hydrogène, on a un pKa de 23. Donc la base va réagir avec l'acide le plus fort, c'est-à-dire celui qui possède le pKa le plus petit, c'est-à-dire ici 13,6. Donc la première réaction qui aura lieu, qui va nous permettre de déterminer le composé 7, est la suivante. On obtient deux composés, le composé 7 et aussi un gaz. Le gaz ici est l'éthane. Ensuite, l'organomagnésium va réagir avec le composé 7. On va obtenir le composé 8 et aussi un gaz. Et ce gaz est toujours l'éthane. On demande ici de déterminer le sens de polarisation de la liaison silicium-chlore, sachant que le silicium est moins électronégatif que le chlore. C'est le chlore qui est plus électronégatif. On a donc la polarisation suivante. C'est le chlore qui attire les électrons du doublet liant. On a donc cette polarisation, avec une charge partielle sur le chlore, négative, et une charge partielle positive sur le silicium. On demande également une structure pour l'espèce 9, qui est formée par substitution nucléophile du composé 8. On obtient le composé 9 suivant. On a ici deux substitutions nucléophiles. On le remarque ici, dans l'équation, on nous indique ici qu'il y a deux équivalents de TMSCl. Et on le voit dans le composé 9, il y a deux atomes de silicium. Et on obtient le composé 9 suivant. Question suivante, on nous demande ici d'expliquer le rôle de l'extraction et des lavages dans le protocole d'eau synthèse. On effectue dans un premier temps une extraction avec le diéthyléther. Le diéthyléther est le solvant extracteur, il est non miscible à l'eau et le composé organique qu'on désire synthétiser, il sera plus miscible que dans la phase aqueuse. On pourra ainsi extraire le composé organique de la phase aqueuse. On effectue aussi un lavage à l'eau. Le lavage à l'eau permet de transférer toutes les traces restées en phase organique, souvent les ions et aussi les produits de départ, vers la phase aqueuse. Il permet aussi, ce lavage, de neutraliser les traces d'acide. On effectue également un lavage avec une solution saturée en chlorure de sodium. Lorsqu'on rajoute une solution saturée en chlorure de sodium, la solubilité des composés dans l'eau va diminuer. Ainsi, le composé organique, ce qui reste, dans la phase aqueuse, va rejoindre la phase organique.
Pour répondre à la question 12, on va étudier l'anion du composé 11. Remarque que ce composé 11 est stabilisé par mésomérie. Cela explique pourquoi l'hydrogène positionné en 1 est acide. En effet, plus une base est stabilisée, plus son acide conjugué est fort. Question suivante. On demande ici de montrer que le composé 12A est chiral. Pour cela, on dessine l'image de 12A dans un miroir plan. Et on remarque que cette image n'est pas superposable à 12A. Ainsi, on peut dire que 12A est chiral. On reprend ainsi la définition d'une molécule qui est chirale. Et il n'y a pas non plus de point ou de plan de symétrie. On nous indique ici qu'il n'y a pas d'activité optique. Cela signifie qu'on a un mélange racémique. Ainsi, 12A et 12B sont obtenus en quantité égale. Le pouvoir rotatoire de chacun des énantiomères est compensé par l'autre. Question suivante. On nous demande ici combien de stéréoisomères on peut obtenir en faisant réagir 12A et 12B avec le composé 5. On nous donne ici la configuration exacte du composé I, c'est un des stéréoisomères. On remarque qu'il y a 4 centres stérogènes. 2 de ces centres auront toujours la même configuration. On peut aussi analyser le composé 5 et on remarque qu'il y a les deux centres stérogènes qui sont là au départ qui ne vont pas changer. Donc ce sont les deux autres centres stérogènes formés qui auront des configurations suivantes. Donc pour un, il y aura 2 possibilités et pour l'autre, 2 possibilités. Au total, on aura 4 configurations différentes. On va dessiner les 2 centres stérogènes qui vont changer lors de la réaction. Donc les 2 centres stérogènes qui ne changent pas ne sont pas dessinés ici. Et on remarque bien qu'on a 4 stéréoisomères possibles lors de cette réaction. Ces 4 composés sont des diastéréoisomères. Question suivante, on demande ici d'écrire la réaction entre le méthanol et le carbonate de potassium et de justifier pourquoi cette réaction est très peu avancée. Donc on va dans un premier temps écrire cette réaction acide-base et ensuite, en s'aidant des données de l'énoncé, déterminer la constante de réaction entre le méthanol et le carbonate de potassium. On a donc la réaction acide-base entre le méthanol et le carbonate de potassium. On écrit la constante de réaction et on va la déterminer grâce au pKa des deux couples, 10,3 et 15,5. Après calcul, on a un pKa de 10 puissance moins 5,2, ce qui donne une valeur très faible. Donc la réaction est donc très peu favorable dans le sens direct. Question 16. On va montrer dans cette question que la réaction entre le méthanol et le carbonate de potassium est totale. Dans cette question, on va considérer le méthanol en excès. On va déterminer dans un premier temps la quantité de matière en KdCO3. On trouve 6,8 10 puissance moins 2 mol. Et on va aussi déterminer l'avancement final. Si la réaction est totale, la quantité de matière du produit obtenu correspond à l'avancement final. On calcule, c'est-à-dire c'est la quantité de matière formée de KHCO3. On a ici une valeur de 6,8 10 puissance moins 2. On remarque que ces deux valeurs sont les mêmes. Cela signifie que la réaction est totale, c'est-à-dire que K2CO3, le carbonate de potassium, est limitant. Il a été totalement transformé lors de cette réaction. Les données de l'énoncé nous indiquent que la solubilité de KHCO3, l'hydrogénocarbonate de potassium solide, dans le méthanol est nulle. Il va donc précipiter au fur et à mesure de la réaction. Cela a pour conséquence de déplacer l'équilibre vers la formation des produits. Pour passer de 13 à 14, on effectue une hydrogénation catalytique en présence de dihydrogène à basse pression. On utilise pour cela un catalyseur de Lindlar. Cela va éviter de passer de l'alcyne à un alcane. Lors de la transformation du composé 14 au composé 15, il y a création d'une liaison silicium-fluor. C'est une addition nucléophile. Cette addition est ensuite suivie d'une élimination. Et on a donc le mécanisme suivant pour expliquer la formation du composé 15. À la question 19, on nous demande ici pourquoi fait-on réagir l'espèce 15 avec du chlorure de méthyle.
En effet, ici, on a la présence d'un groupe OH qui est un mauvais groupe partant. On rajoute du chlorure de méthyle. Pour obtenir un meilleur groupe partant, on obtient un ester sulfonique. On va dessiner cet ester sulfonique, le composé 16, qui est demandé dans cette question. Question suivante. Pour obtenir le composé 17, on a d'abord une réaction acide-base. Lors de cette réaction acide-base, il y a formation du dihydrogène. Cette réaction acide-base a lieu avec l'hydrogène lié à l'azote. La deuxième étape du mécanisme est une substitution nucléophile qui permet d'obtenir le cycle. Question 21, on demande ici le mécanisme pour passer de 17 à 18. On remarque dans un premier temps que le composé 17 est dans un premier temps protoné au niveau de l'azote. Pour obtenir les gaz, on doit effectuer ici 2 coupures. Alors ici, ce que j'ai représenté en vert, on aura une coupure ici et en bleu, une deuxième coupure. Ce qui nous amène au mécanisme suivant. Il reste une dernière étape pour obtenir le composé 18. Question suivante, on demande ici d'écrire l'équation de réaction modélisant la formation de l'espèce 19. On propose donc cette réaction. Il fallait faire attention ici au fait qu'il y avait possibilité de formation de HBr, l'acide bromhydrique. 2 hydrogènes ici peuvent donner l'acide bromhydrique. C'est pour cela qu'on utilise 2 équivalents en triéthylamine. Il fallait faire attention à ça. Question suivante, on effectue ici une métathèse entre 2 alcènes, que vaut R1 et que vaut R2. R1, qui est la partie la plus réactive du carbone, est représentée ici en bleu, une partie, je ne vais pas tout dessiner, et en rouge, l'autre partie, juste une partie. Cela va nous permettre de dessiner les 3 composés qu'on nous demande. On dessine dans un premier temps le métal à cycle, on entoure la partie qui nous intéresse du composé 19 et on obtient ainsi le métal à cycle 1. On dessine ensuite le carbone 1, on obtient le composé suivant. Pour le métal à cycle 2, on va s'aider du composé 20. C'est comme si on enlevait la double liaison et on associait un autre cycle qui nous permet d'obtenir le métal à cycle. Donc, on a la représentation suivante pour le métal à cycle 2. On a le composé 20, on enlève la double liaison et on intègre l'autre cycle associé pour donner le métal à cycle 2. Question suivante, pour passer du composé 21 au composé 22, on utilise du dihydrogène en présence d'une quantité catalytique de palladium sur charbon. On passe ici d'une fonction alcène à une fonction alcane. Question suivante, on demande ici d'indiquer le stéréisomère obtenu lors de la réaction du mélange des énantiomères 12A et 12B. Pour répondre à cette question, on va s'aider du composé 17. On remarque également une configuration différente entre le moins swansonine et le 8-épi-swansonine. Donc c'est à ce niveau qu'on va déterminer le composé qu'on nous demande. Il y aura donc une configuration différente entre le composé I et le composé qu'on nous demande, qui sera non plus en avant mais en arrière. Donc on propose le composé suivant.